Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais cette vidéo, elle est liée à l'actualité. Bien sûr, je veux parler de cette réforme des retraites. J'avais deux possibilités en fait pour en parler. Soit je faisais une note sur mon blog, soit je faisais une vidéo. La motion de censure vient d'être rejetée à l'Assemblée nationale au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc c'est le bon moment pour moi pour dire ce que je pense, non pas forcément du fond de la réforme, j'en dirai un mot, mais ce n'est pas l'essentiel de ma vidéo, mais plutôt la forme pose problème, elle pose de multiples problèmes, la forme choisie par le gouvernement et le président de la République. Et voilà, donc je vais parler beaucoup de la forme, un petit peu du fond, même si je vais rester assez court sur ce point-là, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un texte, je le dis très clairement, que je n'ai pas travaillé dans son intégralité, je ne connais pas tous les détails de ce texte de loi et je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Et là, en l'occurrence, pour être très clair, je ne maîtrise pas l'intégralité de ce texte, donc j'ai pas envie de me lancer dans un débat technique alors que je n'ai pas lu ce texte de loi dans son intégralité et que honnêtement, voilà, j'aurais peur de dire des bêtises et j'aime pas trop ça pour tout vous dire. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de la réforme, je vais juste vous donner mon sentiment général autour de cette réforme des retraites. Sur le fond, l'idée de se dire qu'il faut décaler l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas une idée qui me paraît absurde compte tenu de l'évolution démographique de notre pays. Voilà, et compte tenu du système de financement de notre retraite, de nos retraites. Vous le savez tous, hein, on a un système de retraite par répartition qui joue sur la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que ce sont les actifs d'aujourd'hui, ceux qui tous les mois paient des cotisations, c'est ceux-là qui financent à l'instant T les pensions de nos retraités. Donc c'est un système horizontal à l'instant T. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains peuvent penser, d'une cagnotte constituée au fil de sa carrière professionnelle. Hein, les cotisations retraite que je paye tous les mois, que nous payons tous les mois les uns et les autres, ce n'est pas notre retraite à nous que nous finançons. Nous finançons les retraites, par exemple, de nos parents, voilà, actuellement. Et donc c'est un système qui nécessite qu'il y ait suffisamment d'actifs pour payer à l'instant T les cotisations des retraités. Or, l'évolution démographique de notre pays est très claire. On a un vieillissement de la population et on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Donc on voit bien que si on ne fait rien compte tenu de la démographie, on va avoir un problème de financement à terme de notre système. C'est indiscutable, enfin, personne ne peut nier ça, c'est de la démographie, les projections démographiques elles sont ultra fiables, il y a plein de prévisions notamment économiques qui sont tout le temps mises en défaut en quelque sorte, mais sur la démographie, on se base sur des choses ultra fiables, on se base sur des flux migratoires, on se base sur des pyramides des âges, on se base sur des espérances de vie, et donc on sait exactement quel sera le nombre de retraités à telle date et combien il y aura d'actifs à la même période. Donc on voit bien qu'on a un problème qui se pose d'ores et déjà, puisqu'aujourd'hui une partie des pensions est financée par la dette. Déjà, rien que ça devrait nous interpeller, c'est-à-dire qu'on demande, quand on fait de la dette, en fait, on renvoie la facture aux générations futures et on demande à nos enfants, à nos petits-enfants, un jour de payer les retraites qu'on aura versées aujourd'hui. Donc ça pose problème, en tout cas moi ça me pose problème, ça m'interpelle. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais il y a d'autres solutions. Et c'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup de ceux qui sont opposés à ce système. On peut financer les retraites autrement. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais très clairement, les propositions avancées de dire on va augmenter les cotisations, on va augmenter les impôts, on va augmenter les taxes, on va taxer les grandes entreprises, on va taxer ceux les plus fortunés, etc. Taxe. Dans un pays où déjà les prélèvements obligatoires se situent à des niveaux stratosphériques, ça ne me paraît pas une idée raisonnable. Voilà, ça n'est pas raisonnable, tout simplement. Et puis il peut y avoir d'autres systèmes de financement de la sécurité sociale. Personne n'a réellement parlé du système de capitalisation. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout changer du jour au lendemain, mais pourquoi ne pas réfléchir à des systèmes qui s'inscrivent dans le temps long et qui permettraient d'avoir d'autres sources de financement de nos retraites. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet, et donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais d'une façon générale, je ne suis pas hostile à l'idée de se dire qu'il faut décaler l'âge de départ à la retraite pour les personnes pour qui ça ne pose pas de problème, notamment pour leur santé. Et de ce point de vue-là, évidemment, pour celles et ceux qui ont des métiers difficiles à l'extérieur, pour des métiers aussi difficiles sur le plan moral, parce qu'on a aussi de plus en plus de salariés qui sont victimes d'un mal-être au travail en quelque sorte, avec peut-être du harcèlement, etc. Tout ça doit être pris en compte. Mais on voit bien que c'est un autre sujet. Il y a le sujet de celles et ceux qui ne peuvent pas travailler plus longtemps sans mettre en cause leur santé, et puis il y a tous les autres.
tout le monde à 62 ans ou à 64 ans, tout le monde n'est pas en incapacité de travailler, c'est pas vrai. Et donc je pense qu'il y aurait une réflexion globale à avoir, mais pour ça il faut du dialogue, et c'est là où je veux en venir. Le choix du gouvernement et du président de la République est un choix désastreux, vraiment je pèse mes mots, désastreux pour la vie démocratique de notre pays. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent par rapport à ce choix. Moi je suis plutôt un garçon très modéré, donc voilà, je suis très interpellé par la décision d'activer le 49.3 sur ce texte-là. D'abord, le premier élément qui pose problème, et de nombreux députés l'ont dit, et ce ne sont pas tous des députés qu'on pourrait qualifier d'hystériques, des gens qui sont raisonnables, qui connaissent le travail parlementaire. Passer par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, c'est inacceptable. Ce n'est pas le bon véhicule législatif. En fait, en utilisant ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, le gouvernement a eu deux objectifs. D'une part, réduire la durée des débats. Ça, c'est inacceptable. Sur un texte comme celui-là, c'est inacceptable. On ne peut pas par avance brider le débat parlementaire. Bien sûr qu'il y a souvent trop d'amendements, mais on ne peut pas a priori se dire, là on va verrouiller le truc pour éviter que ça dure trop longtemps. Ça pose problème sur le travail législatif. Je serais député, je me serais senti méprisé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est pas possible. Et puis le deuxième point, c'est qu'ils ont utilisé le projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que ça leur permet d'activer sans trop de difficulté le 49.3. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause d'autres activations du 49.3 par la suite. Et donc ça aussi, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que c'est par avance se dire que si le travail parlementaire ne va pas dans le bon sens, eh ben on utilisera le 49.3. Donc déjà, le véhicule législatif utilisé n'est pas le bon. D'ailleurs, le Conseil d'État a émis un avis réservé, parce qu'il y a des dispositions, il y a des articles dans ce projet de loi qui, objectivement, ne relèvent pas d'un projet de financement rectificatif de la sécurité sociale. On pourrait par exemple parler de l'index senior. Typiquement, ça je pense que ce n'est pas constitutionnel avec le véhicule législatif utilisé. Donc ce n'est pas possible. Donc on voit bien que déjà d'entrée de jeu, cette affaire, elle était mal embarquée en quelque sorte. Après, le gouvernement essaye de convaincre une majorité de parlementaires, et en particulier de députés. Au Sénat, ça ne posait pas de problème, puisque la majorité sénatoriale avait clairement expliqué sa volonté de voter le texte. Bon, très bien, le Sénat vote, c'est une des deux assemblées, une des deux chambres, pas de problème. Le problème, il est à l'Assemblée nationale. Le président de la République n'a pas de majorité. Donc, la Première ministre et son gouvernement ont tenté d'obtenir une majorité, de rallier d'autres parlementaires, d'autres députés, pour voter le texte de loi. Les discussions, la commission mixte paritaire, le texte revient à l'Assemblée nationale, et là, le gouvernement fait le décompte, et il considère que le vote sera très serré, que c'est trop risqué de passer au vote. Et donc, il décide d'activer le 49.3. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, pour un projet de ce type, un texte de loi aussi important, il y a deux solutions dans un pays démocratique, comme le nôtre. C'est le peuple qui est souverain. C'est la base. Le peuple souverain décide. Il y a deux solutions. Soit le peuple souverain décide directement, ça s'appelle un référendum, soit le peuple souverain délègue à ses représentants, délègue aux élus qu'il aura lui-même désignés, pour lesquels il aura voté, de prendre les décisions à leur place. Notre République, notre démocratie est une démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on demande aux citoyens de déléguer son pouvoir de décision à d'autres, aux élus. C'est vrai pour un conseil municipal. Les habitants d'une ville vont élire un conseil municipal et charge au conseil municipal de prendre les décisions relatives à la vie municipale. C'est vrai pour le département, c'est vrai pour les régions, c'est vrai pour l'Assemblée nationale. Donc, soit c'est le peuple qui décide avec un référendum, soit ce sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale qui votent la loi. Le gouvernement constate qu'il n'a pas de majorité, donc il décide d'activer le 49.3. Il aurait pu faire un référendum, mais là, évidemment, l'opinion publique est contre cette réforme. Donc, le président de la République sait très bien que s'il fait un référendum, la réponse sera non à cette réforme. Et donc, il n'utilise pas le référendum, il voit qu'il est minoritaire à l'Assemblée nationale, et donc il active le 49.3. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, sur un texte comme celui-ci, d'activer le 49.3. Alors bien sûr, j'ai vu tous les arguments,
utilisés par la Première ministre, tous les représentants du gouvernement. D'ailleurs, les mêmes qui expliquaient 3 jours avant l'activation du 49.3 qu'il y aurait une majorité, que ça ne poserait pas de problème, qu'il y aurait une majorité de députés pour voter le texte, maintenant expliquent que le 49.3 est tout à fait constitutionnel. Mais bien sûr qu'il est constitutionnel, le 49.3. C'est pas quelque chose d'illégal. Ce serait quelque chose d'illégal, ce serait pas possible. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est légal ou pas légal. La question, c'est de savoir si c'est bien ou pas bien. Si c'est logique ou pas logique. Si c'est normal ou pas normal d'activer le 49.3 pour un texte pareil. Ben, je le dis clairement, ça n'est pas normal. Voilà. À partir du moment où le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas la possibilité de faire passer un texte en force. Ce n'est pas possible. Vraiment, je considère que la méthode employée, vraiment, c'est le mépris du travail parlementaire. Alors évidemment, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, le président de la République. Et donc du coup, à chaque fois, sur chaque texte, il est obligé d'essayer de trouver une majorité sur chaque texte, et donc ça fait des discussions, etc. Je note et je rappelle, pour ceux qui regardent cette vidéo, et qui sont très favorables à la proportionnelle, parce que ça représentera mieux, que ça apaisera le débat, que ce sera formidable, qu'on est exactement dans le cadre d'une Assemblée nationale, élue à la proportionnelle, hein, quasiment, hein. Quand on regarde les résultats, on regarde le pourcentage des voix de chaque groupe politique, on voit bien que c'est pas une proportionnelle parfaite, mais c'est quasiment une proportionnelle, il n'y a pas de majorité. On voit le résultat. Nos institutions, en réalité, ne peuvent fonctionner que si on a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, dire que le 49.3 est constitutionnel et donc circuler, il y a un avoir, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, ça n'est pas possible. Le deuxième élément qui est très important, c'est un argument qui a été utilisé d'ailleurs par Elisabeth Borne lors de son discours pour la motion de censure. Elle dit oui, mais le président de la République s'était engagé pendant sa campagne à faire décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et donc, il met en œuvre cette réforme, et donc c'est tout à fait logique. C'est vrai, mais il y a juste un tout petit problème quand même. 2 problèmes en réalité. Le premier problème, c'est que le président de la République a été élu au second tour avec des gens qui ont voté pour lui, non pas pour son projet, mais pour faire barrage au Front National. C'est une réalité. Personne ne peut le nier. Alors on va me dire, oui, mais il est légitime le président. Bien sûr qu'il est légitime. Moi, je ne mets pas du tout en cause la légitimité du président de la République. Il a été élu, il est le président de la République française jusqu'en 2027. Il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que quand on est président de la République et qu'on sait qu'on a été élu, en partie par des gens qui ne sont pas favorables à votre programme, la responsabilité du chef de l'État, c'est d'être vigilant à ne pas, comment dire, agiter des chiffons rouges en permanence. Parce que malgré tout, voilà, son élection, elle ne s'est pas faite majoritairement sur son programme. Et que donc du coup, il doit en tenir compte. Si le président de la République avait obtenu la majorité à l'Assemblée nationale, à l'issue des élections législatives, ça aurait été complètement différent. Parce qu'il aurait eu le mandat des Français pour faire passer à l'Assemblée nationale les lois qu'il souhaite. Donc il aurait dit, écoutez, moi j'ai parlé, j'ai dit que pendant la campagne électorale que je voulais décaler l'âge de départ à la retraite. Moi je demande à ma majorité de le voter. Et donc là, les élus à l'Assemblée nationale avaient le mandat, auraient eu le mandat pour passer cette réforme, puisqu'ils auraient été une majorité de députés à vouloir cette réforme. La réalité, c'est que le peuple français n'a pas donné au président de la République une majorité à l'Assemblée nationale. C'est comme ça. Et donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé d'en tenir compte. Il ne peut pas passer en force. Il n'a pas la majorité. C'est simple. Vous pouvez cumuler Modem, LREM, Horizon. Il n'a pas la majorité. Donc c'est tout. Donc, moi je pense franchement que le président de la République aurait dû passer au vote. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de députés de la majorité présidentielle qui sont très agacés par la décision du président de la République, qui voulaient aller au vote, quitte à perdre. C'est pas grave de perdre. C'est pas grave de perdre. Dans une démocratie, quand il y a des votes, des fois on gagne, des fois on perd, c'est pas dramatique, hein. C'est pas la fin du monde. Ça n'aurait pas été la fin du président de la République, ça n'aurait pas été la fin de la France, ça n'aurait pas été la fin de je sais pas quoi, c'est pas dramatique. Il aurait été terriblement affaibli. Ben ouais, enfin là je suis pas sûr qu'il soit tellement renforcé en fait, à l'issue de cette séquence épouvantable. Donc, en étant embarqué dans ce processus législatif, avec ce véhicule législatif, moi je pense qu'il aurait dû passer au vote, mettre les députés devant leurs responsabilités, ils votent pour, ils votent pour, ils votent contre, ils votent contre. Il leur a dit, ben voilà, les représentants du peuple ont décidé qu'ils ne voulaient pas de cette réforme, j'en prends acte, c'est tout. Et après on repart sur d'autres discussions, et voilà. Et au moins, les représentants, parce que la légitimité des députés elle est très forte, hein, ils ont été élus sur leur nom, ils représentent le peuple français. Donc voilà, ils décident qu'ils ne veulent pas de ce texte, ils ont tort, ils ont raison, peu importe, ils n'en veulent pas. Ben c'est tout.
Je pense par ailleurs que le référendum aurait été un bon outil aussi. Alors là, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, oh là là, le référendum, quand on pose une question aux Français, ils répondent à côté. En fait, quelle que soit la question, ils répondent pour ou contre le président de la République. Bah, d'abord, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de référendum, donc moi je ne sais pas qu'est-ce qui permet de dire ça réellement. Hein. Je ne suis pas sûr que les Français soient comme ça, mais bon, admettons, admettons. Le problème, c'est qu'on ne les sollicite pas assez souvent. Moi, je pense que le référendum est un très bon outil de respiration démocratique. Donner la possibilité aux gens de s'exprimer sur un sujet, de décider de quelque chose, c'est un très bon outil. Voilà, on les met devant leurs responsabilités. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour décaler l'âge de départ à la retraite avec 43 ans de cotisation? Question simple, le débat s'installe. C'est sain d'avoir un débat démocratique. Les députés, les ministres, tout le monde aurait parlé, tout le monde aurait donné son avis, tout le monde aurait fait campagne. C'est bien des campagnes comme ça. Et à la fin, le peuple vote. Et si c'est le non qu'il avait emporté, non à la réforme, c'est pas grave non plus. C'est pas la fin. Je ne comprends pas cette obsession de se dire ah là, si on fait un référendum et qu'on le perd, c'est la catastrophe. Moi, à Sébaza, en tant que maire de Sébaza, j'ai fait 2 consultations locales sous le précédent mandat, un sur l'extinction de l'éclairage public la nuit et un autre sur l'installation de caméras. Est-ce que les gens voulaient des caméras dans l'espace public? Est-ce que les gens voulaient qu'on éteigne la nuit? La lumière était éteinte, mais je voulais savoir s'ils voulaient qu'on laisse la lumière éteinte. Donc on a eu des participations comprises entre 25 et 30%, donc c'est pas énorme, mais c'est pas nul non plus, parce qu'on était les seuls à faire cette votation, comme disent les Suisses, et donc finalement les gens se sont emparés du sujet. On a fait des réunions publiques. Moi, dans la réunion publique, par exemple, sur l'éclairage public, j'avais mis un maire qui était favorable à l'extinction de l'éclairage public, puis un autre qui était hostile. Et chacun a pu faire valoir ses arguments. Donc les gens qui étaient dans la salle ont pu entendre le pro-extinction de l'éclairage public et l'anti-extinction de l'éclairage public. Et puis le débat a eu lieu. Mais moi, j'ai complètement dépassionné le débat. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a posé une question pendant cette réunion publique et qui m'a dit, mais vous, monsieur le maire, vous allez voter pourquoi? Et vous appelez à voter pourquoi? Donc j'ai donné ma position. J'ai dit que moi, j'étais favorable à ce qu'on laisse la lumière éteinte la nuit. Mais j'ai tout de suite enchaîné. Hein. J'ai dit, mais attendez, moi, ma voix, elle compte une voix. Ni plus ni moins que la vôtre, et que celle de toutes les personnes qui sont dans la salle, et que celle de tous les gens qui iront voter. C'est tout, ma voix, elle compte une voix. Pas plus. Et si c'est il faut rallumer la lumière qui l'emporte, ce que je ne souhaitais pas, mais je dis, si les Sébaziens décident de ça, ce sera leur décision, c'est la bonne décision. C'est comme ça. Sinon, à ce moment-là, on ne consulte jamais. Et moi, je pense que vraiment, le référendum est une bonne respiration démocratique, un outil qui n'est pas utilisé du tout, et c'est dommage, et une société comme la nôtre qui est très très crispée, je pense que donner la parole aux gens, ce serait une bonne chose. Alors évidemment pas sur tous les sujets, hein, parce qu'il y a des sujets franchement, hein, vous imaginez, il y a des débats qui seraient complètement dévoyés, donc je pense qu'il faut être prudent avec l'outil, on ne peut pas faire des référendums tous les 15 jours, mais une fois de temps en temps, te dire allez, je soumets au peuple, et c'est le peuple qui décide, quelle que soit sa décision, ce sera la bonne décision. Moi je pense que ce serait raisonnable et responsable de faire ça, parce qu'encore une fois, ça permet aux gens de s'exprimer et de ne pas uniquement voter pour désigner leurs représentants. De temps en temps, de décider aussi par eux-mêmes avec leur vote si on fait ça ou si on ne fait pas ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc la décision prise par le président de la République d'activer le 49.3, pour moi, elle est désastreuse. Vraiment désastreuse. Un autre point peut-être, j'ai trouvé, en particulier à l'Assemblée nationale, la teneur des débats parfois extraordinairement minable. Certains députés ont offert un spectacle pitoyable, en particulier des députés de la NUPES et de la France insoumise. Vraiment des attitudes honteuses. Une honte pour la République. Quand les gens voient ça à leur télévision, mais qu'est-ce qu'ils pensent? On vote pour ces gens-là en fait. Ça dégoûte les gens de la politique. Ça alimente massivement l'abstention. C'est honteux en fait. Moi j'ai honte de voir des parlementaires agir comme ça. C'est vraiment inacceptable. Par ailleurs, quand vous avez un ministre de la Justice qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle, c'est minable. Monsieur Dupond-Moretti ne devrait pas rester ministre de la Justice. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis projeté en conseil municipal ici à Sébaza, au conseil départemental ou au conseil métropolitain, avec quelqu'un en train de faire un bras d'honneur. Je n'ai jamais vu ça. Et on est un petit échelon local. À l'Assemblée nationale, un ministre de la République, garde des Sceaux, qui fait des bras d'honneur. Mais c'est quoi ça? C'est honteux. J'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens quand je vois ça. J'ai honte pour la République. Ça fait honte à tous les élus de la République. C'est inacceptable. Et je parle du garde des Sceaux, mais encore une fois, les députés de la NUPES, c'est minable. Hein. C'est minable. Voilà, donc ça abîme notre démocratie. Et là, c'est pas le faute du président de la République, là, pour le coup. C'est vraiment eux qui font ça. Enfin, dernier point.
Donc voilà, aujourd'hui, le 49.3 va être activé. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Moi, je suis globalement assez inquiet parce que je sens dans notre pays beaucoup de tensions, un pays fracturé, fragmenté, un- un- une fragmentation du pays qui est sous-estimée, à mon sens, par le président de la République, parce qu'il n'a pas de capteur en fait sur le terrain. Quand on est à l'Elysée, on a ses conseillers, on a, je sais pas, voilà, on est à l'Elysée, donc du coup on a du mal à percevoir ce qui se passe dans le pays. Mais moi, en tant que maire, en tant qu'élu local, voilà, à mon niveau, je ressens cette tension-là, cette fragmentation, beaucoup d'agacement. Et donc, je pense que le président de la République, en faisant ce choix-là d'activer le 49.3, il alimente la machine à défiance. Il jette de l'huile sur le feu. Les gilets jaunes ne sont pas très loin derrière nous, hein. Ils ont failli, on se souvient des images, hein. Et là, il y a beaucoup de colère, voilà, il y a beaucoup de ressentiment. Rien ne justifie la violence. Le problème, c'est qu'on a une partie de la gauche, et en particulier la gauche radicale, anticapitaliste, qui, elle, est là pour activer, attiser le feu. Elle rêve du grand soir. Je ne vais pas vous parler de l'extrême gauche, mais moi, c'est l'histoire de l'extrême gauche m'a beaucoup intéressé. Et en fait, dans la rhétorique de l'extrême gauche, d'une partie de la gauche radicale, anticapitaliste, l'élection ne sert à rien. À leurs yeux, l'élection, ça ne sert qu'à reconduire l'ordre établi, l'ordre bourgeois, avec des masses populaires qui sont manipulées par les médias, détenues par les milliardaires. Donc c'est ça leur rhétorique. Et que donc du coup, il ne faut rien attendre de l'élection. Et que seul le grand soir, la révolution, pourra renverser l'ordre établi, l'ordre bourgeois établi, mettre à bas le capitalisme. Donc eux, ils sont là, ils attendent ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on voit des casseurs très bien organisés qui sont à la manœuvre, autour de ça. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup. Le président de la République, lui, il active, il jette de l'huile sur le feu. Donc je pense que ce n'est pas raisonnable. Voilà, je pense que ce n'est pas raisonnable quand on est chef de l'État, quand on a été élu dans ces conditions-là, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on doit avoir un souci permanent, garantir la cohésion du pays, faire en sorte de rassembler les gens, quitte à pas faire toutes les réformes. C'est comme ça. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas faire toutes les réformes dont il avait envie. C'est pas possible. C'est comme ça. C'est les Français qui l'ont décidé. Les Français sont souverains. Donc voilà, donc le président de la République, il ne regardera évidemment pas cette vidéo, mais s'il pouvait regarder 10 secondes de cette vidéo, c'est son rôle, c'est aussi et surtout de garantir la cohésion du pays. Et aujourd'hui, elle n'est plus du tout garantie en utilisant un 49.3 qui ne fait que renforcer les clivages, attiser la colère, l'énervement, le ressentiment. Et donc ce n'est pas bon du tout pour la vie démocratique de notre pays. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo peut-être un peu longue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si besoin, je reviendrai faire une autre vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.